À quelques jours à peine de l'ouverture du premier festival littéraire Le Goût des Autres au Havre, Véronique Ovaldé, auteure des Vies d'oiseaux, qui sera présente pour ce grand événement, nous a reçus en exclusivité chez elle. Vous clôturerez le 27 janvier prochain la première édition du festival littéraire Le Goût des Autres au Havre, des écrivains réunis autour d'une thématique, celle de la diversité. Qu'est-ce qui vous a convaincu de vous rendre à une rencontre autour du thème de la diversité? Alors, ce qui m'a convaincue de m'y rendre, c'est parce que, écoutez, je connaissais des gens qui participaient et qui étaient les programmateurs de ce festival, et c'est ce qui m'a convaincue de participer à cette première édition. Aussi parce que le nom de ce festival est un nom évocateur, on va dire, le goût des autres. Et puis, voilà, en voyant le nom des participants, je me suis dit que j'aurais du plaisir sans doute à être là et à faire partie des débats. Le festival Le Goût des Autres, c'est un festival littéraire entre autres, mais on a aussi d'autres disciplines artistiques comme la musique, la cuisine. Euh, Est-ce que vous avez l'occasion de participer régulièrement à des rencontres comme ça, et comment ces arts s'articulent quand on est écrivain aujourd'hui? Quelles sont les opportunités de travailler de façon transversale? Est-ce qu'il existe aussi des projets qui regroupent différentes formes d'expression artistique? Alors il existe beaucoup en fait de projets qui permettent à des écrivains justement qui sont par nature isolés au moment de la création de voilà, de leur travail. Il existe beaucoup en fait de chants transversaux comme ça. Moi en fait je travaille par exemple avec un musicien et qui a mis en musique mes deux derniers romans. Je fais des lectures publiques, ce sont des spectacles, et ça c'est très agréable parce que ça rend évidemment vivant cette littérature. C'est autre chose, c'est tout à fait autre chose évidemment que de lire un roman chez soi, tranquillement. Et là on assiste à quelque chose. Et ça c'est très agréable en fait de travailler avec quelqu'un parce que on a peu l'occasion de ça quand on est auteur, à partir du moment où on écrit des romans et où on n'écrit pas du théâtre ou ce genre de production littéraire là. Donc en fait c'est quelque chose qui est très agréable comme ça quand ça marie les arts, quand en fait on peut faire quelque chose avec un plasticien. Moi j'ai travaillé avec des plasticiens aussi, j'ai fait des textes pour diverses installations et c'est quelque chose que j'aime bien. Comment vous sentez-vous à l'occasion de ces rencontres avec vos lecteurs? Est-ce un exercice auquel vous prêtez régulièrement? Alors, les rencontres avec les lecteurs, oui, je m'y prête régulièrement, pas tout le temps, parce qu'on a beaucoup de sollicitations. J'ai beaucoup de sollicitations, donc je pourrais être sur les routes, en fait, dans ma petite caravane, et puis aller de ville en ville à la rencontre des lecteurs, et je ne peux pas le faire, parce qu'il y a une autre vie ailleurs, et donc je ne peux pas être toujours comme ça, à droite à gauche. C'est intéressant d'être d'être face au lecteur, hein. C'est intéressant parce que c'est le seul moment où vous avez cette possibilité d'avoir en face de vous des gens qui ont lu avec une attention extrême d'ailleurs, hein, vos textes, qui ont parfois tout lu de vous et donc ont un regard, on va dire, global et à la fois très précis sur votre travail. C'est très surprenant. Donc c'est agréable en fait, tout simplement aussi quelque chose d'assez agréable d'être à la rencontre, d'aller à la rencontre de ses lecteurs. Parce que voilà, ça fait du bien des fois quand on se sent un peu isolé dans son travail d'auteur. Isolé, c'est un peu un quotidien pour vous? L'isolement pour pouvoir écrire, vous nourrir. Est-ce que vous vous nourrissez d'ailleurs des fois de ces rencontres, de personnes que vous rencontrez parmi votre public? Alors moi non, je ne me nourris pas des rencontres avec le public, en tout cas pour mon écriture, pour mon travail d'écriture. Après que je m'en nourrisse parce que voilà, ça me donne de l'énergie, ça me fait plaisir, ça me réconforte parfois dans les moments où voilà, on flanche un peu. Ça, c'est une chose. Après, moi, je me sens pas isolée dans mon travail d'écrivain. J'en ai besoin de cette solitude et j'en manque en général, pour tout vous dire, parce qu'en fait, je travaille, j'ai une grande famille, voilà, j'ai une vie un peu, disons, un peu épuisante et sans doute trop exposée parfois. Donc, enfin exposée, je veux dire, dans le sens où
exposée au monde, dans le sens où je ne fais pas qu'écrire, et si j'écris, j'écris la nuit pour justement chercher cet isolement, cette solitude qui me semble propice, moi, à l'écriture. Donc c'est parfois justement quelque chose qui me manque, et j'aimerais pouvoir pendant plusieurs mois m'isoler totalement pour pouvoir vraiment écrire, me concentrer, travailler. C'est le seul moyen que j'ai de vraiment écrire sereinement, c'est de m'isoler. Alors, vous venez à ce festival nous présenter votre dernier ouvrage, Des vies d'oiseaux, aux éditions de l'Olivier. Un récit émouvant sur la fugue d'une jeune fille en quête d'amour et de liberté absolue. Pourriez-vous nous retracer brièvement l'histoire? Alors l'histoire des vies d'oiseaux, il y a une histoire évidemment, c'est celle de Vida. Vida qui est une femme qui habite dans une grande villa d'Amérique latine, qui est une femme qui est une bourgeoise, qui est une femme qui a été déplacée parce qu'elle vient d'un village très misérable. Et cette femme, en quelque sorte, a renoncé à ce qu'elle était pour pouvoir vivre sa vie de femme riche. Et du coup, il arrive un âge où c'est plus possible, où elle se retrouve confrontée à ce qu'elle était et à l'abandon de cette petite personne qu'elle était. Donc le départ de sa fille et la rencontre avec un lieutenant de police qui va partir à la recherche de sa fille, tout ça, ça va être déterminant pour elle, pour renouer ou en tout cas avoir la possibilité de revenir sur ce qu'elle avait abandonné. Vous êtes, au travers de vos romans, une inventrice d'univers imaginaires. Vous allez sur des territoires inventés, imaginés, mais finalement pas tant imaginaires que cela. Puisque ce sont des endroits qui ressemblent tout de même au réel, comment faites-vous pour cultiver l'étrangeté et la diversité dans votre écriture? Alors, cultiver l'étrangeté dans mon écriture, en fait ça c'est pas très compliqué, c'est même disons plutôt ma pente, on va dire. J'aurais tendance à toujours faire ce pas de côté, ce pas vers le bizarre, l'étrange. C'est, je dirais, mon territoire. Après, je me souviens quand j'ai commencé à écrire, on me disait toujours attache-toi plus au réel. Donc j'essayais de m'attacher le plus possible au réel, à la réalité. Et en fait, très vite, je bifurquais. Mais j'aime profondément que les mondes que j'invente, j'aime profondément qu'ils ressemblent au monde dans lequel on vit. J'aime bien créer cette espèce de cousin du monde dans lequel on existe, nous. Et j'ai l'impression que c'est plus facile pour moi, ça me donne une espèce de liberté comme ça pour parler et pour écrire sur ce qui me préoccupe et ce qui préoccupe beaucoup de mes contemporains, notre vie intérieure, les liens qui existent entre nous, et puis le rapport aux origines, l'écartèlement par rapport aux origines sociales, toutes ces choses-là, moi, les dire au plus près de ma réalité m'ennuierait profondément et assécherait mon imaginaire. Alors, les déplacer me permet toutes sortes de fantaisies et voilà, une grande liberté. L'action de vos romans se situe loin de la France, sur d'autres territoires, en Amérique du Sud, pour Des vies d'oiseaux. Cette distance symbolique, distance géographique, nourrit-elle la diversité de vos personnages? Alors, Des vies d'oiseaux, ça se passe en Amérique du Sud. C'est mon 7e roman et tous mes romans, enfin j'en ai un autre qui se passe en Amérique du Sud, mais sinon les autres se passent un peu à droite à gauche et souvent dans des pays qui n'existent pas, mais qui ressemblent, qui ont le goût comme ça de la réalité, qui ressemblent à la réalité mais qui ne sont pas. Ça nourrit sans doute, en tout cas ce que je disais, c'est qu'en fait ça permet énormément d'incartade, ça permet parfois des arrangements avec l'histoire, avec la réalité, avec la politique. Ça permet beaucoup de choses, en fait, ce déplacement et cette invention. Donc c'est tout ça, c'est tout ce que je disais tout à l'heure, c'est la possibilité de cette prise de liberté, moi, qui est cruciale. Cette émancipation, finalement, par rapport au code habituel du roman contemporain français, cette espèce d'affranchissement que je me permets, qui moi disons, est garant aussi de mon propre plaisir d'ailleurs d'écrire et disons de l'exactitude de ce que je vais pouvoir retranscrire. Les premières pages en fait de votre livre, la diversité, on y est confronté
au tout début, on a cette différence de situation entre Madame Izara, entre le lieutenant Taibo. Est-ce que c'est un point de départ important pour vous que deux personnages qui soient dans un univers géographique proche, mais dans une situation différente, vous permet d'imaginer et d'aller un petit peu plus loin dans la création des romans en fait? Alors là, il s'avère que dans ce roman-là, je voulais parler j'allais dire l'arrachement social, en fait, la façon dont on change de milieu social. Et du coup, le fait que le personnage féminin du début, Madame Izara, Vida Izara, en fait, se retrouve confrontée à un homme qu'elle pourrait penser comme un homme modeste, un homme simple, un homme sans culture. Et en fait, elle s'aperçoit qu'il est beaucoup plus complexe et qu'il est beaucoup plus subtil qu'elle l'imagine. Et ça lui permet, elle, donc de renouer avec son passé. Moi, voilà, c'est quelque chose qui m'intéressait particulièrement là. Je crois que ce sont des thèmes qui m'intéressent globalement, on va dire, la façon dont on change de milieu et la façon dont, au fond, on ne change jamais de milieu, la façon dont on est jamais légitime là où on est quand on est né quelque part et quand on est parti très loin de cet endroit. Donc ce sont des thèmes qui me tiennent à cœur. Voilà, donc je commence le roman comme ça et ça m'intéressait aussi de mettre évidemment l'un en face de l'autre deux personnes qui théoriquement évidemment n'ont rien à faire ensemble. On parlait précédemment de la distance. La fuite est aussi un thème majeur de votre roman. C'est un thème qui vous est cher. Ici, la fuite est guidée par une quête de liberté et d'amour. Est-ce donc, selon vous, une condition indissociable pour justement aboutir à cette liberté? Alors, je me rends compte, en fait, au bout de toutes ces publications de romans que j'ai pu faire depuis une dizaine d'années, c'est qu'au fond, le thème de l'affranchissement, de l'émancipation, de prendre sa liberté, prendre son envol, c'est quelque chose de crucial dans ce que j'écris. Et alors après, dans ce livre-là, c'est lié à, en effet, une rencontre amoureuse, parce que ce personnage de Vida et ce personnage de Taibo, parce que l'un et l'autre se libèrent de ce qu'ils sont par cette rencontre. Moi, ça m'intéressait, cette nécessité finalement de rencontrer quelqu'un. La difficulté qu'on a à se libérer soi-même sans altérité, quoi. C'est ça qui m'intéressait en fait dans cette histoire-là aussi, c'est la façon dont chacun va finalement se servir de cette rencontre comme une impulsion pour en tout cas se débarrasser de ses oripeaux. C'était quelque chose qui m'intéressait dans ce roman. Mais il y a souvent cette idée quand même de partir et de se libérer d'un lieu, de se libérer d'entraves dans chacun de mes romans, mais souvent avec des motivations diverses et variées, et puis des façons de faire très très diverses. Et Monsieur Izara se mettait en condition. Il regardait les stores, les fauteuils, les revêtements muraux, l'ordre du jour sur le tableau. Il y avait toujours quelque chose qui l'agaçait ou qui l'offusquait, et il commençait à leur parler d'une voix cassante.